Réglage, et c'est parti. Salut les amis, c'est Capitaine Rémi. Nouvelle journée de lecture de mon livre « Et si je traversais l'Atlantique en voilier ?» Jour 6, 23 mai 2015. Hier, une mouette, que dis-je, la seule mouette à des kilomètres à la ronde, a décidé de me déféquer dessus. Je suis en plein milieu de l'océan, autour de moi se tiennent des hectares de flotte, et il a fallu que ça arrive ici alors que je vis à Paris, ville envahie par les pigeons. Chose encore plus extraordinaire, c'est que nous sommes à plus de 500 km des côtes. À croire que cette mouette a parcouru toutes ces distances dans le seul but de me chier dessus et faire rire mes camarades. En parlant de merde, les toilettes ont été bouchées. Apparemment, quelqu'un aurait jeté des lingettes bébés. C'est ce que nous utilisons pour nous laver, afin d'économiser l'eau douce. Ce papier ne se désintègre pas et n'est pas biodégradable. Daniel connaissait le système de toilette à pression, a foutu les mains dans la merde pour réparer les conneries de l'un de nous. Il était loin d'être content, qu'il aurait été, et nous a donc expliqué qu'il ne fallait surtout pas jeter ce type de papier dans les toilettes, ni dans la mer d'ailleurs. Mais le plus dérangeant dans cette histoire, ce n'est que personne, sur 4 gars, personne n'a avoué sa faute. Comme si un passager inconnu était venu chier et nous faire chier en bouchant les toilettes. Foutaise! Je me demande juste si le responsable ne se souvient plus de l'avoir fait ou si il a décidé de se taire de peur des conséquences terribles de son acte. On parle juste d'avoir bouché les toilettes, ce n'est pas comme si un crime avait été commis, alors que le coupable se dénonce et qu'on puisse passer à autre chose. Jour 7, 24 mai 2015. Il est midi, et voilà déjà 6 heures que je suis debout. J'ai l'impression que toute une journée vient de s'écouler. Le soleil tape fort, depuis déjà 2 bonnes heures, et son intensité ne fait que croître. Rester sur le pont, en plein soleil, devient un vrai supplice. Le soleil étant au zénith, l'ombre se fait rare, et il n'est pas possible de se cacher derrière la voile. Il va falloir attendre 16 heures, pour que la température baisse un petit peu et qu'il soit à nouveau agréable de lire au soleil. Ce sont donc plus de 4 heures à occuper, à l'intérieur, en cabine, sorte de four où s'emmagasine la chaleur et qui nous fait cuire à petit feu. Ces 4 heures sont longues, très longues, et il est temps de me trouver une autre occupation que celle trouvée jusqu'à présent. M'endormir dans ma sueur, abattu par la chaleur. L'air est lourd et les quelques hublots sont trop étroits pour faire passer suffisamment d'air. Il y en a un plus grand à l'avant que nous décidons d'ouvrir. Alors que je lis tranquillement, une vague prend son envol et se fracasse sur le bateau, s'infiltrant par le hublot béant, me trempant entièrement et réveillant Daniel. Nous ne l'ouvrirons plus de tout le séjour, quitte à bouillir. Le temps est long, ou plutôt, nous avons beaucoup de temps devant nous. Nous attendons patiemment que le vent nous pousse dans la bonne direction. Jusqu'à présent, nous allons à une moyenne de 4 à 5 nœuds, 8 km/h, ce qui, à vrai dire, ne me parle pas du tout. L'important, c'est d'avancer, et il est dur de s'en rendre compte sans regarder notre position sur une carte. Le décor ne change jamais, de l'eau et encore de l'eau. Occasionnellement, soit une fois tous les 3 jours, on croise, enfin devrais-je dire, on peut apercevoir, à plusieurs centaines de mètres, un cargo allant dans la direction opposée. J'ai l'impression que mes compagnons de voyage apprécient cette monotonie et qu'ils se sentent bien. Ils ne se plaignent pas. En tout cas, c'est sûr. Ils ne sont pas impatients comme je le suis d'arriver en France. Cela fait 4 mois que je n'ai pas vu ma famille et mes amis. Je n'ai prévenu personne que je faisais cette traversée de l'Atlantique. J'aimerais rentrer en France à temps pour la naissance de mon neveu et surprendre ainsi ma sœur. L'heureux événement est prévu pour mi-juin et j'espère arriver à temps. J'imagine déjà la tête de ma sœur. Je me rappelle avoir demandé à Daniel, lors des préparatifs du voyage, combien de temps durerait la traversée. Il a estimé le voyage à une 20aine de jours. Nous dépendons uniquement du bon vouloir du vent. Il est dur de prévoir quel temps, quel vent, quelle mer il fera demain. La météo est une science exacte, son interprétation beaucoup moins. Allez, j'enchaîne sur le jour 8, 25 mai 2015. Je me réveille en sursaut, il fait nuit, et par-delà le hublot, de la lumière m'éblouit par instant.
Le vacarme incessant des vagues claquant contre la charpente du voilier est de plus en plus fort. Je suis à la diagonale, ou plutôt, je suis allongé de façon oblique, et il m'est très difficile de ne pas tomber sur mon camarade. Nous sommes tous les deux dans la même cabine, et partageons un lit double, séparé au milieu, par un drap tendu à l'horizontale, grâce à 2 rubans accrochés aux extrémités. Une toile anti-roulis. Cette séparation est indispensable, car le bateau est rarement à l'horizontale, et nous sommes sans arrêt balancés de droite à gauche. Sans elle, je serais appuyé contre lui, lui étant appuyé contre le mur. Bref, je me lève pour aller voir ce qu'il se passe. Daniel est sur le pont, dans le noir, debout en train de manœuvrer, éclairé par sa lampe frontale. Le vent vient de se lever précipitamment, passant de 5 nœuds à 22 nœuds, 4 fois plus quand même. Une tempête se prépare, notre première, et il faut nous aussi nous préparer. Je sens tout de suite que Daniel est dans son élément. J'ai à peine le temps de sortir que la pluie fait son apparition. Je vais chercher rapidement son manteau pendant qu'il ajuste les voiles. Les rafales viennent secouer le voilier, et celui-ci tangue comme jamais. Daniel fait des allers-retours incessants pour tirer tel ou tel autre bout. La pluie est intense, et je n'ose m'aventurer dehors, me contentant de filmer Daniel à l'action depuis l'intérieur. Lui, il n'a pas peur. Je sens même plutôt excité par ce changement de climat, comme s'il n'attendait que ça. Un peu d'action dans nos journées interminables. Enfin un shoot d'adrénaline venu tout droit du ciel. Je suis impressionné par sa sérénité et le calme dont il fait preuve pour gérer la situation. Nous fermons l'entrée principale du bateau afin que l'eau ne s'infiltre pas. C'est rassurant de savoir que le capitaine garde tout son contrôle. Il me dit d'aller me reposer en attendant mon tour de garde. Je vais me coucher, angoissé de devoir prendre le relais. Faire seul mon quart dans ces conditions ne m'enchante pas du tout. Comment pourrais-je être à la hauteur ? De ma cabine, le bruit est encore plus fort. J'entends les vagues se casser sur la coque et la pluie qui se déchaîne. Nous ne sommes rien face à Mère Nature. Et elle a bien décidé de nous montrer. Les creux des vagues se font de plus en plus profonds et j'ai l'impression que notre valier va prendre l'eau. Nous sommes secoués dans tous les sens et je m'attache tant bien que mal à ma toile de gîte. Henri dort comme un bébé dans un landau bercé par la gîte du bateau. Par le hublot, je ne distingue absolument rien, à part de l'eau qui tente de pénétrer. On se croirait dans un sous-marin. Des éclairs viennent nous rappeler que nous ne sommes bien à la surface de la mer. Tout s'illumine d'un coup, et on peut l'espace d'un instant prendre conscience de la colère de l'océan. Je suis impressionné par cette furie.